Bonjour tout le monde et bienvenue à tous ceux qui sont avec nous pour cet événement spécial de l'initiative pour la protection des éléphants des él- du bassin du Congo. Je m'appelle John Scallon et je suis le directeur général de la fondation EPI, qui est le secrétariat des 22 États membres de l'EPI, une alliance unique de pays africains avec des politiques communes pour la conservation des éléphants. Aujourd'hui, nous sommes le 22 mai, c'est la Journée internationale de la biodiversité et cet événement est tout à fait d'actualité. C'est également le moment parfait pour souhaiter la bienvenue au 23e membre de notre alliance, le Burkina Faso. Le bassin du Congo est l'un des importants trésors de la biodiversité sur Terre et son avenir est essentiel pour pouvoir protéger la biodiversité et se protéger contre le changement climatique. Les éléphants font partie de cette biodiversité et ils jouent un rôle essentiel dans l'enrichissement de la forêt congolaise. Pourtant, la forêt et ses éléphants font face à des menaces sans précédent. Ces menaces ne sont pas insurmontables, mais il faut travailler au niveau local, national et mondial pour pouvoir gagner. Je suis ravie de la présence des gouvernements de pays d'Afrique centrale présents avec nous aujourd'hui, la République du Congo, la République démocratique du Congo, la Guinée équatoriale et le Gabon, ainsi que des représentants du gouvernement britannique et de la Bezos Earth Fund. Ils partageront leur point de vue avec vous et vous, le public, pourrez également leur poser des questions. Veuillez les soumettre dans la boîte aux questions, réponses et nous ferons de notre mieux pour répondre à autant de questions que possible. L'événement d'aujourd'hui est disponible en français et en anglais. Vous pouvez choisir la langue de votre choix en utilisant le bouton interprétation en bas de l'écran. L'événement sera également enregistré. Vous pourrez donc le regarder en ligne plus tard, ainsi que nos précédents événements qui ont rassemblé un éventail extraordinaire de dirigeants et d'experts africains pour discuter des problèmes critiques concernant la conservation des éléphants. Je voudrais tout particulièrement remercier nos amis Conservation internationale qui soutiennent si généreusement cet événement. Dans un instant, nous allons commencer par un film très spécial sur le bassin du Congo. Et après le film, nous passerons la parole au modérateur d'aujourd'hui, notre collègue de la Fondation EPI, Ulysse Corrogonet. Ulysse est le directeur adjoint de l'engagement auprès des États et de la gestion des stocks de la Fondation EPI et il se joindra à nous depuis Cotonou au Bénin. Ulysse nous a rejoints par le biais du ministère de l'Environnement du Bénin. Il a grandi dans le nord du Bénin qui, comme vous le savez, abrite l'une des plus grandes populations d'éléphants d'Afrique de l'Ouest. Et c'est de là qu'il tire sa passion pour la conservation. Et nous sommes très heureux que Ulysse soit maintenant avec notre fondation. Avant de lui donner la parole, nous allons regarder notre film qui est présenté par Vianney Djengwet, un cinéaste de grand talent de la République du Congo. Merci beaucoup, Ira. Passons au film. La forêt, la deuxième forêt la plus grande du monde, qui fournit la plupart des précipitations d'Afrique. Elle est riche en biodiversité, pleine de vie. Ici, nous avons le parc national de Lozala, dans le nord de la République du Congo. C'est le pays où je suis né. Un paysage majestique de forêts et de marécages, mais également de savane. Et c'est là qu'on a la possibilité de voir un animal très spécial, l'éléphant des forêts. Bien sûr, les éléphants des forêts, c'est là qu'ils vivent, mais pour les voir dans la savane, c'est un phénomène unique en son genre. Ils sont rarement plus grands que 2,5 mètres à l'épaule et ils sont assez petits par rapport aux éléphants des savanes, ce qui est excellent parce que leur conformation est adaptée aux forêts et ce qui leur permet d'être beaucoup plus agiles dans ces forêts. Mais ils ont de grandes défenses et malheureusement,
Et c'est ce qui les rend une cible pour les braconniers. Et pas seulement dans mon pays, mais dans tous les pays du bassin du Congo. La Guinée équatoriale, le Gabon, le Cameroun, la République du Congo, la République démocratique du Congo et aussi la République centrafricaine. Souvent, ils sont difficiles à trouver et à compter. Nous comptons sur les pièges photographiques comme ces photos de Guinée équatoriale ou là, en République centrafricaine. Mais nous savons que ces animaux insaisissables ont un rôle vital dans le maintien de la richesse, de la diversité et de la santé de la forêt. Ce sont les jardiniers de la forêt. Ils dispersent les graines grâce à leur bouse et ils mangent les feuilles des plus petits arbres, ce qui permet aux plus grands arbres de pousser encore plus. Ces arbres stockent plus de carbone, réduisant ainsi l'impact du changement climatique. Donc ces éléphants sont très précieux pour nous. Et pas seulement pour les braconniers de l'ivoire qui en ont tué tant en Afrique centrale. Le nombre d'éléphants de forêt a diminué de plus de 86% en 30 ans, d'après l'UICN, qui les classe en danger critique d'extinction. Le braconnage, mais aussi le déboisement, l'exploitation minière, les populations humaines sans cesse croissantes, tout cela menace la forêt du Congo et ses éléphants. L'un des derniers bastions, c'est le Gabon. Le Gabon, où les parcs nationaux sont bien gérés et le nombre d'éléphants est en augmentation. Mais même ici, il y a des signes inquiétants que le changement climatique a un impact sur le bassin du Congo. Il y a moins d'arbres fruitiers dans la forêt, ce qui pousse les éléphants affamés à entrer en conflit avec les agriculteurs. Malgré de nombreux défis, je crois qu'il y a de l'espoir pour le bassin du Congo. Dans mon pays et dans les pays voisins, je rencontre de nombreuses personnes qui travaillent pour la protection de la forêt. Je vois des gouvernements qui adoptent de nouvelles lois pour sauver la faune sauvage et je rencontre une jeune génération qui valorise l'environnement. Avec votre aide, nous pouvons sauver la forêt du Congo et tous ces éléphants, ce qui nous sera bénéfique à tous. Bonjour tout le monde, merci de m'avoir présenté, John. Je m'appelle Ulysse Korogoné. Je vous parle de mon pays natal, le Bénin, en Afrique de l'Ouest, et je suis votre modérateur pour aujourd'hui. Nous sommes très reconnaissants aux centaines de personnes qui ont pu se joindre à nous aujourd'hui. Et j'espère vivement que vous avez apprécié notre film sur le bassin du Congo. Dans quelques instants, nous allons entendre la voix du gouvernement de la République du Congo, suivi d'autres gouvernements très importants de l'Afrique centrale. Mais d'abord, un petit rappel. Nous aurons 20 minutes de questions après les discours de nos personnalités. Veuillez donc soumettre vos questions par écrit dans la boîte de questions-réponses. Nous aimerions avoir des nouvelles de toute l'Afrique. Aussi, n'hésitez pas à écrire en français si c'est plus facile pour vous. Et comme l'a dit John précédemment, vous pouvez choisir la langue de votre choix en utilisant le bouton Interprétation en bas de votre écran. Et si vous suivez l'événement sur les réseaux sociaux, les hashtags que nous utilisons sont hashtag coexistence et hashtag African Voices.
Nous allons également enregistrer cet événement et il sera donc disponible ultérieurement. Maintenant, j'ai l'immense plaisir de vous présenter Madame Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestière du Congo, qui va se joindre à nous en direct de Brazzaville. Bonjour Madame la ministre, c'est à vous. Merci infiniment pour la parole que vous m'accordez. Merci également pour cet événement aussi important pour nous. Chers ministres, chers invités de marque, chers collègues, défenseurs de l'environnement, bonjour à tous. C'est pour moi un immense plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui, Journée internationale de la biodiversité, au nom du gouvernement de la République du Congo, sur le thème important concernant les éléphants, un élément majeur de nos écosystèmes du bassin du Congo. En ma qualité de ministre de l'économie forestière, je suis également responsable de la gestion des aires protégées, de la conservation de la biodiversité et des écosystèmes aquatiques de notre pays. Donc, la République du Congo, donc l'un des pays du bassin du Congo, est occupé par 69% de son territoire par les forêts denses humides d'Afrique centrale, avec une population très importante d'éléphants. Notre pays a affecté environ 13% de son territoire pour la constitution des aires protégées. Et aujourd'hui, nous sommes en train de créer d'autres aires protégées, surtout des aires protégées marines. Donc, dans mon propos, je voudrais également profiter pour inviter des partenaires qui voudraient nous accompagner dans le cadre de la conservation d'autres espèces. Je voudrais vous parler, par exemple, de l'hippopotame, parce que bientôt, nous allons créer une réserve d'hippopotames dans le Nord Congo. Donc, pour des partenaires qui sont intéressés, s'il vous plaît, faites-nous signe. Je voudrais féliciter ici l'acteur du film que nous venons de contempler tout à l'heure, les beaux paysages congolais, pour ouvrir notre discussion. Donc, notre pays, au plus haut niveau, avec son président, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, affiche une détermination inébranlable à œuvrer efficacement pour protéger le patrimoine naturel au profit donc de nos citoyens, de la communauté internationale et aussi pour lutter contre les changements climatiques. Alors, nous avons le film, l'un des parcs emblématiques de notre pays, qui est le parc national Ozala-Kokoa. C'est le plus grand parc du Congo, qui a une superficie d'au moins 1354 600 hectares aujourd'hui, avec un nombre d'éléphants autour de 7000. Il faut vous dire que ce nombre est en régression à cause du braconnage que nous combattons. Et vous le savez aussi que de plus en plus, les braconniers ont des armes de guerre dans nos forêts, menacent nos écogardes qui font leur travail pour la préservation de la biodiversité. Le parc national d'Ozala-Kokoa, aujourd'hui, a été annexé d'un autre site important pour la protection des gorilles, qui est le site de l'OSSI. Nous gérons ce parc en collaboration avec African Park Network pour protéger cette biodiversité exceptionnelle et aussi en faire bénéficier aux communautés locales. Dans ce parc, nous avons aussi la question de conflit homme-faune, comme vous le savez, dans toutes les communautés aujourd'hui. Vous l'avez dit et le film l'a redit aussi. Dans les écosystèmes forestiers, il y a de plus en plus manque de fruits pour ces animaux qui aujourd'hui intègrent les villages et détruisent et consomment les cultures vivrières des populations, ce qui fait que le conflit homme-éléphant aujourd'hui est en train de battre son plein dans nos villages et les populations, les communautés locales
nous interpelle chaque fois pour ce conflit homme-éléphant, et ce qui fait aussi aujourd'hui que l'une des causes de braconnage est donc ce conflit homme-éléphant pour lequel je vous invite tous à trouver une solution. Le deuxième parc que nous avons, c'est le parc national de Nwabale-Ndoki, qui a environ 423 870 hectares de forêt tropicale intacte, qui a été classé en 1993 et agrandi en 2012 avec une intégration de 95 km² du triangle de Djeke. Le parc national Nwabale-Ndoki est riche en éléphants de forêt, environ 5000 aujourd'hui, mais également aussi avec la présence des chimpanzés et gorilles des plaines. Et il a été reconnu comme site du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2012. Nous développons un partenariat avec WCS pour gérer ce parc et nous assurons donc la conservation des ressources naturelles ainsi que de plus en plus les bénéfices pour les communautés locales et environnantes. La République du Congo, par ma voix, manifeste la même volonté de collaborer avec les autres partenaires pour les autres parcs, les autres zones de réserve de préservation de la biodiversité. Mais comme vous le savez, les ressources naturelles subissent une forte pression et nos éléphants souffrent de braconnage, comme je le disais tout à l'heure, à cause de la pauvreté qui continue au niveau des populations qui vivent autour de ces écosystèmes, aussi pour l'exploitation de la viande de brousse. C'est pourquoi je disais qu'il est de notre rôle de trouver des solutions, proposer des solutions alternatives pour les communautés locales, proposer des activités génératrices de revenus pour ces communautés, pour que ces communautés deviennent des vrais acteurs de la conservation de cette biodiversité importante qui est menacée aujourd'hui aussi par les effets du changement climatique. Vous le savez bien que cette fructification rare aujourd'hui dans nos forêts est due aux effets liés au changement climatique. La sécheresse aujourd'hui est partie intégrante maintenant de nos forêts. Nos forêts qui étaient humides hier, aujourd'hui, nous vivons la sécheresse et de nombreux feux de brousse partent aussi de nos forêts. Alors, comme nous le disons tout le temps, le plaidoyer que nous lançons pour ce pan important des forêts du monde, qui est les forêts du bassin du Congo, qui sont les forêts du bassin du Congo, nous voulons avoir un regard tourné vers ces écosystèmes et aussi un regard des partenaires pour le financement de ce beau travail qui se fait dans les pays du bassin du Congo. Nous voulons réellement, comme nous l'avons décidé lors de la COP 15 à Montréal, que les financements soient orientés dans nos pays, parce que nos pays ont montré la volonté d'aller vers la conservation et mon pays, par exemple, s'est engagé dans la dynamique internationale relative à cette thématique. Nous avons adhéré à la coalition pour l'éléphant d'Afrique en 2012. Nous avons adhéré à l'initiative pour la protection des éléphants en 2015. Nous avons validé le plan d'action national pour l'ivoire en 2015 aussi. Et nous avons validé aussi le plan d'action national pour l'éléphant 2019-2028. Donc, la solution basée sur la nature existe dans nos forêts réellement. Nous atténuons à travers ces forêts l'impact du changement climatique. Nous voulons que les forêts du bassin du Congo soient prises en compte dans les financements au niveau international, comme cela a été dit depuis l'accord de Paris, à Glasgow, nous avons répété cela, à Sharm el-Sheikh aussi. Et donc, nous pensons que l'augmentation des financements pour soutenir l'action des pays d'Afrique centrale, les pays du bassin du Congo, ça sera une action salvatrice pour préserver réellement ces forêts. Nous voulons aussi dire qu'il est important que nous puissions valoriser ces produits touristiques qui sont cette faune sauvage doit être considérée aujourd'hui comme un produit touristique qui va permettre de développer l'écotourisme dans nos pays. Et cet écotourisme qui va donc
être source de revenus, non seulement pour les communautés locales qui vivent dans ces parcs, mais également pour le pays tout entier. Et donc, nous invitons chaque fois nos partenaires à aller vers non seulement la conservation, mais également la prise en compte des populations locales qui vivent dans ces écosystèmes forestiers, mais également nous devons de plus en plus penser à l'essor économique à travers cette biodiversité que nous préservons. Donc, je compte sur vous pour que les financements innovants parviennent, les paiements pour services environnementaux viennent renforcer cette vision de conservation, cet engagement de conservation de nos pays pour que nos communautés locales puissent trouver leur compte et qu'elles deviennent des vrais acteurs de la conservation de la biodiversité. Je vous souhaite encore bonne fête de la journée internationale de la biodiversité et nous comptons beaucoup pour votre soutien à vous tous pour gérer, pour lutter contre le conflit homme-éléphant, pour euh, attirer les autres financements innovants, comme je vous le dis. Et je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci de votre contribution à cette discussion. Notre invité suivant sera Monsieur Lee White Sibi, ministre des Forêts, des Océans, de l'Environnement et du Changement climatique du Gabon, qui nous rejoint depuis Libreville. Monsieur Lee White, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je vais m'exprimer en anglais pour dire exactement la même chose que ma sœur Rosalie a dit à l'instant en français. Parce qu'en fait, je suis convaincue qu'il y a plus d'éléphants à Londres qu'il y a d'éléphants en Afrique. Beaucoup d'éléphants dans les chambres à coucher des petits-enfants anglais, dans leur nurserie, ce qui montre l'importance de l'éléphant dans l'imagination de la communauté internationale, parce que c'est un animal phare pour les non-africains. Comme l'a dit Rosalie, il joue un rôle essentiel dans l'écologie de la forêt tropicale. Une forêt vierge sans éléphants est un lieu triste où les fruits pourrissent par terre au lieu d'être dispersés par les éléphants pour régénérer la forêt. Il joue un rôle essentiel dans notre pays pour l'écotourisme. On suggère même qu'ils permettent d'augmenter la séquestration du carbone par nos forêts vierges. Et ils sont très importants aussi dans les cultures traditionnelles. Au Gabon, on m'a posé la question quand on travaillait sur le conflit entre les populations et les éléphants. On m'a demandé est-ce que c'est vrai qu'un éléphant, plutôt qu'un être humain, peut se transformer en un éléphant. C'est une croyance très répandue au Gabon. J'ai donné une réponse très politique parce que j'étais en public et j'ai dit, eh bien, si les gens le pensent, eh bien, ça montre que les éléphants sont extrêmement importants dans la culture du Gabon. Comme l'a dit Rosalie, les éléphants sont menacés. Ils sont menacés par le braconnage. Le son de l'orateur n'est pas très bon. Il y a eu la décision qui a été prise par la CITES de ne pas autoriser le commerce de l'ivoire. Nous avons perdu 70% déjà
de la population des éléphants des forêts, le Gabon, comme la République du Congo, a lutté efficacement contre le braconnage. Notre population d'éléphants a augmenté de 60 000 à 70 000 éléphants, mais les éléphants sont également menacés par le changement climatique. Et le Congo et le Gabon ont pu lutter contre les braconnages, comme ça a été le cas dans d'autres pays, au Kenya, au Ghana, en Namibie, au Botswana, mais nous ne pouvons pas lutter nous-mêmes contre le changement climatique. Des études ont montré que la production de fruits dans ces forêts vierges a diminué de 80% et les éléphants sont beaucoup plus maigres. On peut voir leurs côtes et l'explication, c'est le changement climatique. Si le changement climatique affame les éléphants, les met en mauvais état de santé, eh bien, le monde entier à ce moment-là doit lutter contre le changement climatique si on doit trouver une solution à ce problème qui se trouve exacerbé par d'autres menaces comme les conflits entre les populations et les éléphants. Les éléphants ont faim, ils quittent les parcs pour aller se nourrir dans les champs des agriculteurs. Et ces conflits augmentent partout, même là où il y a le braconnage. Et le conflit entre les humains et les éléphants veut dire qu'on perd l'appui de la population dans cette lutte pour la conservation. Et, c'est une menace particulièrement importante pour les éléphants eux-mêmes, mais aussi pour la conservation dans son ensemble. Si on n'arrive pas à trouver une solution à ces conflits entre les populations et les éléphants, les peuples du Gabon, du Congo et ailleurs ne seront plus en faveur de la conservation. Et si les populations n'appuient pas la conservation, elle ne pourra pas aboutir. Au Gabon, d'ici à une semaine, nous allons dépenser 7 millions de dollars pour aider les agriculteurs dont les cultures ont été détruites pour faire face à ce problème. On va faire des décaissements à leur profit, plus de 5 millions de dollars par an au Gabon sont utilisés pour construire des clôtures électriques. Nous avons le sentiment que nous sommes seuls à lutter contre ce fléau mondial. La communauté internationale ne comprend pas très bien que c'est une tâche titanesque. La communauté internationale ne nous accompagne pas. Lorsqu'on voit ce que nous recevons et ce que nous dépensons plus d'argent que nous recevons de la communauté internationale. Il s'agit de sauvegarder les éléphants, gérer nos parcs nationaux, lutter contre le changement climatique. Je vais lancer un appel au monde pour qu'on nous aide à sauvegarder les forêts et les savanes d'Afrique, ainsi que les espèces qui y sont contenues. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le ministre Lee White. Il est toujours agréable de vous écouter. Maintenant, nous allons aller au Royaume-Uni et And we are joined from London by Honorable Zach Goldsmith, who is the Minister for Overseas, Territories, Commonwealth, Energy, Climate and Environment. It's a huge pleasure to be invited to speak at this important gathering of the EPI. Now, as you all know, there is no solution to climate change without nature, the world's great forests like the Congo Basin, Amazon, and so on.
And so as presidents of COP26, the UK worked hard to bring nature from the margins of climate politics and put it at its heart. And through the Glasgow Leaders Declaration, I think we succeeded. We persuaded 145 countries representing 90% of the world's forests to commit to halt and reverse deforestation by the end of this decade. And we secured significant finance as well as commitments from the private sector, multilateral development banks, and others to support that goal. The UK committed significant finance, including £200 million for the Congo Basin, and we're stepping up now as well as the new chair of CAFI. Now, why this matters for elephants, clearly, is because there is no future for those magnificent animals if their habitat continues to be lost and if they continue to be hunted for their ivory. Now, we're just beginning to understand the complex roles of elephants in forest ecosystems. Others in this conference are much better placed than I am to elaborate, but it's clear that elephants are critically important, allowing the growth of larger trees, for example, which of course store more carbon. Now, the Congo forest elephant population is much reduced, but it still numbers in the many tens of thousands, and we know what's possible. Gabon's success shows how populations can recover, and the Republic of Congo's efforts to halt deforestation and protect elephant habitat are also exemplary. But there are significant difficulties. The vicious illegal wildlife trade continues, and so too is human-elephant conflict, a growing issue across the region. Now, long-term, that can be mitigated through spatial planning, conserving elephant habitats and migration routes. So in addition to our work to halt and reverse deforestation globally, the UK government has also taken a proactive role in tackling the illegal wildlife trade. And as part of that, we're investing £30 million between 2022 and 2025 to tackle the trade, including through our Illegal Wildlife Trade Challenge Fund. We use our position on bodies such as CITES to clamp down. For example, last November, the UK opposed changes to the CITES regime, which could have resulted in relaxing the current ban on international trade in elephant ivory. Our own domestic ban on dealing ivory in the UK came into force in June last year, and we're encouraging other countries to consider putting similar legislation in place. This year, DEFRA will be launching its new Biodiverse Landscapes Fund in 18 countries across 6 globally significant biodiverse landscapes, one of which is the Western Congo Basin. In the Western Congo Basin, the program will focus on a forest area that spans part of Cameroon, the Republic of Congo, and Gabon. It's a critically important ecosystem upon which countless species and, of course, many, many people depend. Now, the goal is to support a shift to a more sustainable model of forest management, increased preservation and improved management of biodiversity, as well as reduced wildlife trafficking. The Congo Basin is full of inspiring examples of best practice, and we will do everything we can to support those shining examples and try to foster an environment where best practice becomes the default across the wider region. Thank you so much for all the work you're doing, and the UK is fully behind you. Thank you, Honorable Lord Zach Goldsmith, speaking from London. And now, we return to Central Africa and the Democratic Republic of Congo. Yves Milan Ngange is the Director General of Congolese Institute for Nature Conservation, or ICCN, which is a government body responsible of nature conservation and national parks. Yves joined us from Kinshasa. And Yves, please allow me to express, on behalf of the Elephant Protection Initiative Foundation and all the participants of this event, our deepest condolence about the tragic news of rangers being killed in Virunga National Park last week. It was a terrible reminder of the danger faced by your staff each day, but also the high dedication. Over to you, Yves. Cher ministre,
invités, collègues défenseurs de l'environnement. C'est pour moi un immense plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui sur les thèmes importants des éléphants du bassin du Congo. Je tiens à remercier l'Initiative pour la protection de l'éléphant pour son invitation à prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de la Journée internationale de la biodiversité. En tant que directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, l'ICCN en sigle, j'ai en charge la gestion des aires protégées et la conservation durable de la biodiversité et les écosystèmes de mon pays. Il va donc de soi, ayant la plus grande étendue de la forêt tropicale en Afrique, environ 61%, qu'à des occasions comme celle-ci, la République démocratique du Congo y prenne une part très active. C'est aussi l'occasion de souligner que nous avons plusieurs défis devant nous. En effet, nous avons plusieurs facteurs qui menacent la survie des éléphants en République démocratique du Congo et dans les pays limitrophes. Il s'agit notamment d'une part des menaces liées aux activités extractives comme la destruction des forêts par agriculture sur brûlures, l'exploitation minière, industrielle et artisanale, l'exploitation forestière et la collecte incontrôlée des produits forestiers. D'autre part, les menaces contextuelles ou indirectes, la forte demande du marché illicite des ivoires et trafic des dérivés vers le terrorisme dans les régions des Grands Lacs, les faiblesses institutionnelles et judiciaires des services étatiques et la modicité des allocations financières par le budget de l'État. Par ailleurs, notre population d'éléphants est sévèrement impactée par des années de guerre et d'insécurité. Trop d'individus ont acheté des armes à feu dans notre pays et nombreux de nos rangers ont payé les prix les plus élevés pour leur dévouement à protéger notre faune sauvage. D'ailleurs, à cet effet, l'actualité est de mise par les récentes nouvelles pertes en vies humaines au parc de Kahuzi-Biega et de Virunga, où les écogardes ont été victimes des embuscades des groupes armés visant les acquis de la biodiversité. Malgré tout cela, nous avons encore des milliers d'éléphants en République démocratique du Congo vivant dans un large éventail d'habitats et d'aires géographiques ci-après. Virunga, Tsina, Kahuzi-Biega, Itombwe, Garamba, Biliwere, Epulu, Aru, Maiko, Salonga, Maringa, Lupori, Chwapa, Upemba et Kundelungu. Ces zones abritent des parcs nationaux et réserves apparentés dont les statuts de protection légale contribuent à la protection de la biodiversité en général et les éléphants en particulier. Nos vastes et belles forêts constituent un trésor de biodiversité et elles sont d'une importance mondiale dans la lutte pour atténuer l'impact du changement climatique. Nous souhaitons protéger ces éléphants et leur habitat tout en répondant aux aspirations de notre peuple. Nous avons été ravis de voir les principaux donateurs se réunir lors de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques qui s'est tenue en 2021 à Glasgow et s'engager à verser au moins 1,5 milliard de dollars américains pour la protection de la forêt. Lors de la conférence des Nations Unies sur la biodiversité de 2022, nous avons salué la promesse d'une augmentation du financement pour soutenir les pays en développement riches en biodiversité, même si nous estimons qu'il faut promettre beaucoup plus de financement. Parmi nos efforts et stratégies actuelles de préservation des éléphants en République démocratique du Congo, nous pouvons citer au niveau stratégique la mise en place de plan national ivoire, task force institutionnelle alignée sur le plan de convergence des COMIFAC. Au niveau opérationnel, la mise en place d'unités spécialisées en lutte anti-braconnage au sein de l'Institut congolais pour la conservation de la nature par le corps PEPEN, la formation à travers des experts internationaux en lutte anti-braconnage et les renseignements tactiques.
Les effectifs des éléphants restent encore objet de finalisation d'ici la fin de l'année 2023 par les experts du groupe des spécialistes des éléphants, particulièrement les éléphants des forêts, l'Oxodota cyclotis sont encore en effectif important répartis dans 5 écosystèmes, notamment la Salonga, l'Omami, réserve de faune Okapi, Biliwere et Maïko. La République démocratique du Congo, au regard de l'étendue de ces forêts qui couvrent plus de 60% au monde, elle reste fidèle à son engagement vis-à-vis du cadre mondial de la préservation de la biodiversité 30 x 30 et la lutte contre les effets du changement climatique. Mon message aux donataires qui participent aujourd'hui à cet événement est que vous ne devez pas douter de l'engagement de mon gouvernement à l'égard de la conservation. Toutefois, pour réussir, nous avons besoin d'investissements supplémentaires pour la conservation. Si nous parvenons à protéger la forêt tropicale du Congo et ses éléphants, la République démocratique du Congo et le monde entier en bénéficieront. Ainsi, la stabilité du climat et l'investissement à long terme dans les bassins du Congo sont essentiels pour atteindre cet objectif collectif. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Je vous remercie. Maintenant, nous allons donner la parole à la Guinée équatoriale fidèle et Senomba Eyono, est secrétaire d'État chargé des forêts et de l'environnement de la République de Guinée équatoriale. Il va s'exprimer en espagnol avec un sous-titre en anglais. Et qu'on vient de rappeler que vous pouvez écouter ce discours en vous servant de l'icône d'interprétation en bas de votre écran. Mesdames et messieurs les ministres, distingués invités, mesdames et messieurs les écologistes, c'est avec un grand plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui au nom du gouvernement de la Guinée équatoriale sur le thème important des éléphants du bassin du Congo. Grâce à l'initiative pour la protection des éléphants, grâce à l'initiative de protection des éléphants, nous sommes réunis ici pour débattre d'une problématique d'importance capitale à l'occasion de la Journée mondiale de la biodiversité. En ma qualité de secrétaire d'État chargé de la conservation de la nature, je suis responsable de la conservation de la nature dans mon pays. Permettez-moi de faire un état des lieux de la situation des éléphants au niveau national. En effet, les éléphants sont protégés par la loi en Guinée équatoriale. La partie continentale de notre pays, le Royaume-Uni, possède une population d'éléphants estimée à 880 selon le rapport d'étape de l'IUCN de 2016. Le recensement de la population des éléphants et des grands singes, pour sa part, dans le cadre des efforts pour la conservation internationale des espèces en Guinée équatoriale, a permis d'enregistrer un nombre total de 972 éléphants, ce qui prouve une fois de plus la diminution de la population des éléphants. La plupart des éléphants se trouvent au parc national de Monte-Hélène qui contient 4 aires protégées, à savoir le parc national de Monte-Hélène qui a une superficie de 200 000 hectares, le parc national de Zoque d'une superficie de 700 000 hectares, le monument naturel Piedranza d'une superficie de 19 000 hectares et enfin la réserve naturelle de Rio Campo avec une superficie de 3 000 hectares.
Les négociations sont à une étape avancée en vue de la signature d'un accord de collaboration binationale appelé Rio Mano Man avec la République sœur du Cameroun. Cela vise à garantir la protection de cette aire protégée transnationale au terme de la loi 4/2000 du 22 mai. Toutefois, il n'existe pas de zone tampon pour assurer la protection de la zone. Pourtant, c'est un magnifique paysage qui comporte des montagnes et une riche biodiversité. Au rang des défis, il y a le conflit homme-éléphant qui se généralise dans la partie continentale de notre pays. Le problème de braconnage des éléphants pour leur ivoire ne se pose pas en Guinée équatoriale en tant que tel, même si le braconnage des petites espèces d'animaux pour la viande de brousse est à déplorer dans les aires protégées. Le plus grand défi qui nous interpelle est celui du conflit entre les animaux et les éléphants, qui se caractérise par la colère généralisée des populations locales vivant dans les villages avoisinants qui veulent maintenir les éléphants éloignés de leurs champs et plantations. Même si le Monte Allen et la réserve naturelle de Rio do Campo contiennent une vaste étendue impressionnante de forêts vierges, il paraît que les éléphants empiètent sur les champs et les plantations à la recherche d'aliments alternatifs. Les populations locales se font elles-mêmes justice en abattant les éléphants, souvent avec l'incitation des entités non reconnues par la loi, les éléphants étant devenus pour eux des animaux nuisibles. Toutefois, nous appelons de nos vœux des solutions durables à long terme. C'est pour cela que nous nous réjouissons de ce qu'au cœur de ces préoccupations, que l'Elephant Protection Initiative ne ménage pas d'efforts pour régler ce problème grandissant entre les hommes et les éléphants qui nous affecte en Guinée équatoriale, ainsi que l'ensemble des États de l'ère de répartition des éléphants d'Afrique. Les éléphants jouent un rôle crucial pour la santé des écosystèmes et les écosystèmes qui fonctionnent bien sont essentiels pour la lutte contre le changement climatique. Je prie tous ceux qui m'écoutent, y compris notamment nos amis représentant le gouvernement du Royaume-Uni et Bezos Foundation, à faire deux choses. Primo, investir dans la conservation et la gestion des éléphants et, secondo, tout en recherchant les voies et moyens pour aider le gouvernement des États du bassin du Congo, s'il vous plaît, n'oubliez pas la Guinée équatoriale, car certes, nous parlons des langues différentes, mais nous avons beaucoup de choses en commun avec nos voisins. Par-dessus tout, nous partageons la même biodiversité extraordinaire et nous sommes attachés à sa protection dans notre intérêt et celui de la communauté mondiale. Je me félicite de l'intérêt de tous les États, des organismes de financement et des organisations de conservation qui veulent nous aider à réaliser nos objectifs. Mesdames et messieurs, merci infiniment. Merci à vous fidèles, vous qui avez pris la parole de Guinée équatoriale. Avant de passer notre dernier orateur, veuillez accepter nos excuses pour les problèmes d'interprétation qui sont posés. Nous allons maintenant écouter M. Christian Sampin, qui est directeur général de Nature Solutions et Bezos Earth Fund. Il prend la parole de Washington. Vous avez la parole. Je vous remercie. Bonjour à vous tous. Il m'est agréable de prendre part à cet événement très important.
Je voudrais d'entrée de jeu remercier l'EPI et son leadership pour l'organisation de cette réunion. J'ai eu la chance de visiter, de travailler au bassin de Congo pendant un certain nombre d'années. J'étais PDG de la Société de conservation de la région pendant les 10 dernières années. J'ai eu l'occasion de visiter un certain nombre d'endroits magnifiques en République du Congo ainsi qu'au Gabon. Le Bezos Fund a été créé il y a 2 ans et se concentre sur les solutions climatiques ainsi que les solutions naturelles. Nous sommes convaincus que ces deux aspects sont indissociables. C'est pour cela que tantôt à la faveur de la COP26, nous avons décidé de nous joindre à l'initiative de protection de la forêt de bassin de Congo. Dans ce cas, nous avons investi 100 millions de dollars pour soutenir la conservation des aires protégées à travers le Gabon, la République du Congo et la République démocratique du Congo en travaillant avec 8 organisations internationales et 40 organisations locales. Nous travaillons en étroite collaboration avec certains États de la région. Cela rentre dans le cadre de nos efforts mondiaux de nous concentrer sur l'initiative 30 par 30 adoptée à Montréal en décembre dernier. Nous nous réjouissons de ce que beaucoup de pays, la région du Congo, a accompli des progrès en matière de conservation. Nous sommes conscients des défis liés à l'équilibre entre la conservation et la prise en compte des besoins humains. Notre message se concentre sur la protection des domaines de biodiversité, étant donné que les pays ont accompli le progrès à désigner les aires protégées. Cela, on peut apporter davantage d'assistance. Nous avons soutenu les zones, l'évaluation des aires protégées et nous avons le comité d'experts qui aide ces pays à identifier des zones importantes pour identifier les opportunités. Deuxièmement, nous reconnaissons que nombre de ces pays ont déjà désigné des aires protégées importantes, mais ils ont besoin de soutien pour la gestion de ces aires protégées. Donc, il nous est agréable de travailler avec nos partenaires pour renforcer le soutien et fournir le soutien financier pour la gestion des aires telles que la réserve au Capi ainsi que d'autres régions importantes. Il ne s'agit pas seulement de notre travail dans les aires protégées, il s'agit du travail autour de ces aires protégées. C'est pour cela que nous saluons toutes les initiatives en la matière dans les pays comme la RDCK, la compréhension et le soutien des moyens d'existence des populations qui vivent dans des aires protégées. C'est important pour assurer le bien-être de population et préserver ces environnements. Le prochain élément, c'est le renforcement du suivi de ces zones. Nous avons investi beaucoup avec l'Institut mondial qui s'appuie sur la plateforme appelée Global Forest. Cela va fournir la technologie disponible aujourd'hui pour renforcer et avoir des données en temps réel et trouver des solutions et ces financements, nous allons débloquer environ 3 millions de dollars. Et enfin, et non des moindres, nous reconnaissons que le financement, c'est important. Nos partenaires et nous-mêmes, nous engageons à soutenir pour combler le déficit. Il ne s'agit pas de remplacer les financements des États, mais d'agir rapidement et d'apporter du soutien nécessaire dans le court terme. Nous pensons que le marché carbone pourrait avoir un impact important si c'est bien structuré. Nous avons abordé cette question avec Lee White au cours de notre visite au Gabon l'année dernière. S'agissant du Gabon, enfin, je voudrais mettre en évidence une initiative que nous avons signée avec le Gabon
portant sur un projet de partenariat public-privé pour fournir le soutien financier à long terme pour la préservation des parcs. Le Besofonds s'engage à fournir 30 millions de dollars dans le cadre de ce fonds de PPP qui mettra à contribution d'autres partenaires bilatéraux ainsi que l'État de gouvernement pour accompagner le travail important qui est accompli au niveau du Gabon. Nous nous réjouissons à la perspective d'explorer des opportunités pour travailler avec d'autres pays. En guise de conclusion, je voudrais vous remercier pour le travail que vous faites pour aider à sauvegarder le forêt du bassin de Congo et qui est essentiel pour les éléphants et les populations avoisinantes. Merci infiniment. Merci à vous, Christian. Merci à l'ensemble des distingués orateurs. Maintenant, nous allons ouvrir le débat. L'audience, l'assistance peut intervenir à loisir. Nous avons nombre de personnalités importantes qui sont encore connectées. Si vous avez des questions spécifiques, veuillez les écrire dans la boîte de dialogue. Je constate qu'il y a des questions qui ont déjà été consignées. La première question est adressée à l'ensemble de nos experts qui ont pris la parole aujourd'hui. Comment intégrer la biodiversité dans les négociations de Nations Unies sur le changement climatique? Voilà la première question qui a été posée. Professeur Lee White, Monsieur Santerre, je vais me jeter dans la bataille. Je crois que c'est une question importante. Jusqu'à présent, c'est que nous avons la Convention de la biodiversité et la Convention sur le changement climatique. C'est deux choses. Il est prouvé qu'on ne peut pas réaliser l'objectif de 1,5 degré sans la nature. Donc, il faut protéger les aires, restaurer les aires détruites et intervenir dans des actions utiles en faveur du changement. À cet effet, nous avons réalisé des efforts importants à Glasgow. Je remercie Lord Zach et le gouvernement du Royaume-Uni pour le leadership pris dans cette question. Je salue également les efforts de Lee White qui a joué un rôle important dans les négociations de changement climatique. Il y a des décisions importantes qui ont été prises. On doit passer de la parole à l'acte. Il faut mettre en place les mécanismes financiers, par exemple, les initiatives liées au marché carbone. Les écosystèmes du bassin du Congo peuvent bénéficier de ces initiatives. Je pense que Lee White maîtrise bien ces questions. Professeur Lee White, est-ce que vous voulez compléter? Je suis d'accord, mais quand même avec une petite réserve. La Convention sur le changement climatique a à voir avec le carbone. Et depuis 15 ans, nous avons travaillé sur ce système des crédits carbone dans le cadre du système REDD+, pour sauver les forêts, l'habitat des éléphants. Il y a beaucoup de pays, le Gabon, Honduras, Belize, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la Guyane, le Brésil, beaucoup de pays qui sont passés par ce processus très complexe. Nous avons des résultats de ce REDD+, qui, d'après l'article 5 de l'accord de Paris, devrait entraîner des paiements du fait de ces résultats. Mais il n'y a pas de paiement que je puisse voir, en tous les cas, ou très peu. Suite à ces résultats, nous avons créé
90 millions de résultats. On nous a demandé de nous adresser au marché du carbone qui peut-être s'intéresserait à notre carbone parce que c'était un résultat flagrant. Si on n'arrive pas à avoir des résultats avec RED+, si on ne peut pas s'occuper du carbone, qui est la molécule bien connue, eh bien, alors je ne suis pas très optimiste quant à la façon dont la Convention sur le changement climatique va intégrer le climat et la biodiversité. Il faut commencer par ce qui est le plus facile avant d'aller faire le plus dur, ce qui devrait être le carbone. Ce sera très très difficile de réaliser ce qu'on doit faire, à savoir associer des résultats pour les crédits carbone qui intègrent la biodiversité et la nature. Alors, occupons-nous d'abord de ce qui est le plus urgent. Alors, pour la prochaine question, les conflits entre les hommes et les éléphants. Est-ce que les clôtures électriques sont bénéfiques ou est-ce qu'elles font empirer le problème? Quel est votre avis? Il y a deux choses qui permettent d'empêcher les éléphants de manger les cultures des agriculteurs, d'après ce que je peux voir dans les travaux de recherche qui ont été faits sur le sujet. Je suis allée à Laikipia, par exemple, avec mon président pour voir ce qui se faisait, un endroit où le conflit entre les hommes et les éléphants est en fait une profession. Soit on tue les éléphants, soit on a une clôture électrique bien conçue autour des exploitations agricoles qui devraient être entretenues de façon appropriée. Si vous le faites, eh bien, les éléphants ne peuvent plus avoir accès aux cultures. Et beaucoup de ces conflits, pas tous, hein, mais beaucoup de ces conflits sont dus aux éléphants qui mangent les cultures des agriculteurs. Donc, d'après notre expérience, quand on arrive à empêcher les éléphants à manger les cultures, les populations sont tout à fait d'accord pour les avoir comme voisins, tant qu'on peut leur donner cette protection pour leur culture. Il y a d'autres façons d'empêcher les éléphants de manger les cultures, les abeilles, la musique, les odeurs mauvaises. Mais d'après ce que j'ai pu voir dans les travaux de recherche, il n'y a que la clôture électrique vraiment qui est une méthode efficace et durable à long terme. Parce que les éléphants, ils sont très intelligents et ils arrivent à contourner d'autres types de barrières. Alors, les clôtures sont une mauvaise solution quand elles sont mal entretenues ou mal conçues. Et si vous avez une clôture, il y a des investissements par les agriculteurs, mais la clôture ne fonctionne plus et leurs cultures sont détruites. Et alors là, c'est pire. Mais je ne vois pas le côté négatif des clôtures électriques, à part si elles sont mal conçues et mal entretenues. Merci beaucoup. Merci. Madame Matondo, est-ce que vous êtes toujours parmi nous? Madame la Oui, ministre Matondo. oui, toujours. Toujours avec vous, ouais. In the Congo Basin will help for conservation. Oui, And is there anything specific pas. you are doing? Can you hear me? La traduction, on vous entend Okay, pas. maybe I can Oui. just ask the question in French, entend if pas. that's okay for the interpreter. Ok, pensez-vous que le tourisme écologique peut promouvoir la conservation dans le bassin du Congo? Et si c'est le cas, qu'est-ce qui est fait au niveau du gouvernement de la République du Congo pour promouvoir cela? Excusez-moi, mais je n'ai entendu que la dernière partie de la question. Je suis désolée. Je ne vous entendais pas parce que j'étais sur l'interprétation. S'il vous Ah plaît. ben d'accord. Donc, si l'interprétation marche, Madame la ministre, je demandais, pensez-vous que le tourisme donc, écologique peut promouvoir la conservation dans le bassin du Congo? Oui. Et si c'est le cas, qu'est-ce qui est fait au niveau du
de la République du Congo pour promouvoir cela? Merci. Merci bien pour les questions. Merci aussi pour les réactions de tout le monde. Effectivement, nous voyons bien qu'il y a des problématiques que nous avons auxquelles nous devons donner des réponses. La conservation seule de la biodiversité ne suffit pas. Mais en même temps, la conservation nous donne des produits touristiques. Les produits touristiques, c'est pour emmener des revenus dans les pays. Les revenus avec un système de partage de revenus avec les communautés qui vivent autour. Donc, ça veut dire que nous avons un partenariat. Nous, ce que nous faisons au Congo, c'est un système PPP. On avait fait dans le temps, on avait donné une grande importance à la conservation de la biodiversité. Il n'y avait que ça. On n'avait pas valorisé les écosystèmes. Mais je crois que nous pouvons prendre des exemples des pays comme le Kenya et autres qui ont fait de l'écotourisme une vraie source de revenus pour non seulement la nation, mais également pour les communautés. Donc, nous pensons que dans le cadre de la conservation des écosystèmes, nous devons avoir des produits touristiques. C'est-à-dire, l'éléphant peut être un produit touristique. Les gens qui viendraient dans les parcs nationaux pour visiter. Nous avons vu, mon frère Lee l'a dit, si les enfants en Europe s'intéressent à des items d'éléphants ou bien des gadgets d'éléphants, c'est parce qu'ils savent que c'est un animal qui est très important dans notre écosystème. Nous avons aussi le fait qu'en Afrique, très souvent, nous n'avons pas de parcs zoologiques, alors que nous sommes dans des zones emblématiques de ces animaux, mais nous n'avons pas de parcs zoologiques. Ça aussi, comment voulez-vous faire de la sensibilisation d'une population importante? C'est une notion didactique qu'on emmène aussi nos enfants à connaître dans les villes dont nous parlons. Si nous parlons de la conservation des éléphants, il faut que nos enfants en ville comprennent pourquoi nous devons conserver les éléphants et les autres, la faune de nos biodiversités, parce que si nous ne les emmenons pas déjà, la visite de ces parcs est souvent très chère. C'est de l'écotourisme de luxe et ce n'est pas tout le monde qui peut y aller. Et donc, ça ne pousse pas nos familles à aller dans ces parcs pour visiter. Donc, ça veut dire que nous devons chercher des solutions dans les financements. Et moi, j'en parle très souvent. Nous devons créer des parcs zoologiques comme ailleurs, en dehors des parcs naturels que nous avons, et développer réellement l'écotourisme qui pourrait aider nos communautés à avoir des sources de revenus, mais également l'État à compter sur cet écotourisme comme source de revenus pour l'État. Et je crois qu'il y a des pays qui vivent de ces ressources-là. Maintenant, je voudrais rapidement revenir sur la question que je vois qui revient très souvent sur le conflit homme-éléphant. Nous devons en parler. Et mon frère Lee a raison. Nous avons, nous aussi, à notre niveau, expérimenté des zones agricoles protégées avec des câbles électriques qui marchent très bien. Et je pense que c'est l'une des solutions, même si cette solution coûte très cher, parce qu'il faut aussi les pendre dans beaucoup de localités, mais c'est une solution qui marche où nous avons vu que les populations ont pu avoir leur récolte sans souci dans des zones agricoles protégées avec des fils électriques. Donc, je crois que il faut que nous trouvions des financements pour les pendre dans beaucoup de zones où les éléphants font des ravages avec des cultures vivrières. Donc, je vous remercie encore une fois pour la parole. Merci beaucoup, Madame la Ministre. C'était justement la question que j'allais vous poser. Qu'est-ce que vous pensez donc de cette question relative à la gestion des conflits hommes-éléphants? Je vous remercie vraiment d'en avoir fait une préoccupation. J'ai une question qui va vous frapper peut-être. Je vais commencer par Christian. Est-ce que vous envisagez d'autres types de paiements pour les services écosystémiques, comme par exemple des crédits à la biodiversité? Oui, cette question des certificats de nature, c'est une possibilité, ou des crédits de la biodiversité.
On est encore à l'étape embryonnaire, mais nous suivons le dossier. Il y a des exemples pour des paiements de services comme l'eau qu'on a utilisés dans le monde comme dans les forêts des Andes, qui est un marché très intéressant qui pourrait être viable. Et puis il y a aussi des régions d'Afrique de l'Est où il y a des pays comme la Tanzanie où c'est pratique courante. Alors on a besoin en effet d'envisager tous ces types de services écosystémiques. Dans certains cas, les marchés sont très développés, dans l'autre, c'est encore un peu tôt. Mais les crédits à la biodiversité, c'est pas encore pour demain, mais il y a eu un travail qui a été fait pour le sommet des forêts qui s'est tenu à Libreville. Il vaut mieux parler de certificat de nature, parce que quand on parle de compensation, il y a des problèmes juridiques. Mais il y a des exemples qui existent et on doit les étudier et s'assurer que les communautés locales et tous ceux qui font ce travail de conservation soient rétribués. Merci. Greta, pardon. Greta, je voudrais vous poser la question. Qu'est-ce que vous pensez de cette question des conflits entre les humains et les éléphants? Merci. Je suis très heureuse d'être parmi vous. Je crois qu'en dehors de ce qu'on a déjà entendu de la part des orateurs, qui montrent la Plus des complexité du interventions problème, de nos panélistes pour qui montrent la parler de la complexité protection de du la bassin du problématique Congo et de ses au éléphants bassin du et Congo voir ainsi que à quoi sont dus les différents ces défis. Par exemple, problèmes. s'agissant du trafic des espèces animales, nous savons que la déforestation et l'exploitation illégale des forêts, l'extraction des forêts, euh, euh, tout cela est tiré par l'économie mondiale et la nécessité de répondre aux demandes. Et cela affecte les communautés riveraines. L'honorable Matondo a fait cas des défis auxquels les populations locales. Alors, nous savons que les populations, on doit tenir compte des aspirations des populations locales. Il y a des problèmes tels que la corruption. Par exemple, il y a des nations qui exploitent les nations, il y a des nations qui exploitent les forêts pour le PIB. Alors, pour faire face à ces problématiques, nous devons encourager l'ensemble des acteurs, le secteur public et privé, de promouvoir les alternatives durables et fournir les options économiques pour assurer les moyens d'existence des populations. Nous devons encourager les États développés à prendre des mesures pour la conservation durable. Merci à vous. Vous êtes chargé des conflits éléphants-hommes à l'EPI. J'ai une question complémentaire à celle qui vient d'être abordée. Il s'agit qu'est-ce qui peut pousser les citoyens d'ailleurs à s'intéresser à l'accompagnement de la préservation des éléphants africains? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est disposé à aborder ces questions? Je vais intervenir rapidement. Je crois que la chose importante que ce que les autres peuvent faire en faveur de la forêt du bassin du Congo, c'est de sensibiliser et amplifier les complexités, faire pression pour que les uns et les autres soutiennent ce projet de conservation, même si le bassin du Congo est loin. Les problèmes qui se posent au niveau du bassin du Congo concernent tout le monde
Et je crois que si nous faisons le plaidoyer pour les politiques internationales contre le déboisement, si nous encourageons les financements à long terme pour encourager la conservation, cela pourrait avoir un impact sur la conservation au niveau du bassin du Congo. Christian, s'agissant du paiement de l'écosystème, est-ce que vous voulez intervenir? Alors, je vais intervenir sur ce que les personnes en dehors du bassin du Congo peuvent faire. Alors, ces personnes peuvent soutenir les mesures idoines qui doivent être prises. Comme vous le savez, la Wildlife Conservation Society, en plus de ces programmes, et il y a alors, nous avons, il y a quelques années, lancé une campagne et nous avons sensibilisé les uns et les autres et nous avons fait en sorte que le plaidoyer soit fait auprès des membres du Congrès et cela a permis de mettre un terme au commerce de l'ivoire. Donc, il y a des exemples. Il ne s'agit pas seulement de fournir le soutien. On peut soutenir les ONG qui travaillent au bassin du Congo. On peut également élire les personnes qui ont à cœur les questions climatiques et de préservation de la nature. Cela a marché aux États-Unis, cela a marché en Europe. Ce sont des mesures de solidarité avec les populations avoisinantes ou vivant dans le bassin du Congo. Lee White, professeur Lee White, vous voulez intervenir? Nous souhaiterions que vous interveniez sur la question des écosystèmes. Est-ce que vous pouvez compléter ce qui a été dit? Alors, quelle était la question, s'il vous plaît? Il s'agit du service de paiement des écosystèmes ou de la compensation de la biodiversité. Alors, si vous examinez les écosystèmes des forêts humides tropicales, vous voyez, vous pouvez voir que les hautes terres d'Éthiopie alimentent les eaux du Nil. Cela est valable pour le bassin du Congo. Les écosystèmes sont importants et le monde devrait contribuer au maintien de ces systèmes d'écosystèmes importants. Par principe, je pense que c'est la voie à suivre. La biodiversité, le crédit de biodiversité, les certificats de nature. Je crois que c'est important. On peut également mettre en avant le paiement pour l'eau, pour maintenir l'agriculture et les espèces animales. Alors, payer pour les écosystèmes, c'est complexe. Le carbone est renforcé par voilà, les éléphants détruisent les petits arbres et laissent les grands arbres qui stockent le carbone. Voilà, c'est difficile de convaincre sur les services d'écosystème pour les élections, car il faut davantage des preuves scientifiques pour comprendre le rôle des éléphants. Les éléphants, par leur bouse, répandent les graines qui régénèrent les forêts. Donc, il y a beaucoup de travail scientifique à faire pour, voilà, s'agissant de carbone, on peut avoir un rôle
positif avec le service d'écosystème. Tout est fonction de ceux qui veulent payer avec le certificat de biodiversité, c'est un peu compliqué. Alors, c'est censé, vous voyez, on critique la déforestation, mais c'est une question difficile et complexe. Hein. Merci infiniment à vous, professeur Lee White. Honorable Élise Rosalie Matando, vous êtes là? Vous avez une dernière question? Oui, je suis entre parce que parfois ça marche pas, mais là je suis à l'interprétation là, oui. OK. Personnes à l'extérieur des régions peuvent nous aider. Alors, vous voulez que je pose la question en français directement? Non, là l'interprétation elle vient après, mais je l'ai entendue. Ouais. Merci beaucoup pour cette question. En fait, moi, il y a donc Christian, notre cher Christian de Bezos Fund, et puis mon frère Lee, qui vous ont dit ce que moi je pense des paiements pour services environnementaux, c'est l'exemple de Costa Rica. Moi, je prends souvent cet exemple parce que le Costa Rica a réussi à mettre des systèmes de paiement pour services environnementaux, d'une part pour la conservation de la biodiversité et l'autre part pour des projets de reboisement. Et moi, je pense que nous ne devons pas recréer la roue. Si nous voulons nous voulons un engagement qui atteigne nos communautés locales, nous pouvons prendre l'exemple sur ce que le Costa Rica a fait dans le cas des paiements pour services environnementaux et l'essayer dans nos pays. Il faut y aller. Moi, je crois qu'il faut y aller. C'est difficile. Que ce soit les crédits carbone aujourd'hui, que ce soit crédit carbone sur les écosystèmes, que ce soit sur la biodiversité. L'Afrique est toujours mal servie, très mal servie. On nous parle de compétences, on nous parle, mais nous avons adhéré à tous ces mécanismes REDD+. Je crois que mon frère Lille a dit, nous avons des problèmes avec la fixation de prix du marché de la tonne carbone. C'est difficile. Et moi, je pense aussi qu'il est temps que nos amis de la communauté internationale puissent faire confiance aux institutions nationales. Nous sommes en partenariat avec les autres qui viennent pour le renforcement des capacités, pour nous accompagner. Mais je pense qu'il est temps qu'on puisse soutenir les agences nationales qui font le travail de la conservation sur le terrain et de la préservation de la biodiversité. Là aussi, il y a un problème. Je crois que nous devons le résoudre de plus en plus pour renforcer les capacités parce que nos agences nationales sont en train de se vider de compétences parce que tous les financements, en fait, ne vont pas au pays. Les financements vont aux partenaires, les partenaires qui nous accompagnent. Et donc là aussi, c'est un problème si nous voulons réussir notre façon de faire, c'est d'être en liaison directe dans le cadre de ce que les partenaires nous apportent et puis aller réellement vers les paiements pour services environnementaux directement qui vont atteindre directement les communautés et ensuite que nous puissions réellement voir que les crédits carbone arrivent dans notre bassin du Congo, dans les pays du bassin du Congo, pour tous les efforts que nous faisons de conservation de la biodiversité, de conservation des écosystèmes. Mais pour l'instant, c'est encore un rêve. Pour l'instant, c'est encore comme un marché de dupes. Nous voulons y croire, mais combien de temps vont se passer? Nous étions jeunes avec mon frère Lee quand nous allons commencer à présenter les projets carbone de nos pays. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes devenus vieux. Il n'y a aucun franc qui est arrivé dans nos contrées. Donc, c'est comme un rêve, c'est comme un marché de dupes. Nous voulons voir la réalité de cela. Merci. Merci à tous nos invités d'honneur qui sont restés parmi nous. Et bien sûr, ce débat va se poursuivre. Et je suis sûre que d'ici au prochain mois,
le pays pourra organiser d'autres forums comme celui-ci. Cet événement sera disponible en ligne, une fois encore. Je voudrais remercier Conservation International pour l'appui financier à cet événement. Nous allons repasser le film du début, comme ça si vous êtes arrivé avec un peu de retard, vous pourrez voir quand même ce film. Voilà, nous avons terminé nos travaux. Merci beaucoup. Merci aux invités d'honneur. Merci aux participants. La deuxième plus grande forêt tropicale humide dans le monde. Elle reçoit une grande partie des précipitations en Afrique. Elle est riche en biodiversité, si pleine de vie. Voici le parc national de Dzala, au nord de la République du Congo, mon pays d'origine. Un paysage majestueux de forêts, de marécages, mais aussi de prairies ouvertes. Donc, une possibilité d'observer un animal très spécial, l'éléphant de forêt. Évidemment, des éléphants de forêt, mais leur présence dans les prairies, un type de paysage de savane, rend cela assez unique. Il dépasse rarement les 2,5 mètres à hauteur d'épaule. Ils sont un peu plus petits par rapport à leurs cousins, les éléphants de savane. Et c'est parce que leur corps est adapté aux forêts, entre autres, ce qui favorise leur agilité. Mais ils possèdent d'imposantes défenses et malheureusement, cela en fait une cible pour les braconniers. Et pas seulement dans mon pays, mais également dans tous les pays du bassin du Congo, la Guinée équatoriale, le Gabon, le Cameroun, le Congo, la République démocratique du Congo et la République centrafricaine. Souvent, ils sont difficiles à trouver et à compter. Nous comptons sur les pièges photographiques, comme ces photos de Guinée équatoriale, ou là, en République centrafricaine. Mais nous savons que ces animaux insaisissables jouent un rôle vital dans le maintien de la richesse, de la diversité et de la santé de la forêt. Ce sont les jardiniers de la forêt. Ils dispersent les graines grâce à leur bouse et ils mangent les feuilles des plus petits arbres, ce qui permet aux plus grands de pousser encore plus. Ces arbres stockent plus de carbone, réduisant ainsi l'impact du changement climatique. Donc ces éléphants sont précieux pour nous tous. Et pas seulement pour les braconniers de l'ivoire, qui en ont tant tué en Afrique centrale. Le nombre d'éléphants de forêt a diminué de plus de 86% en 30 ans, selon l'UICN, qui le classe en danger critique d'extinction. Le braconnage, mais aussi la déforestation, l'exploitation minière, les populations humaines croissantes menacent la forêt du Congo et ses éléphants. L'un de ces derniers bastions est le Gabon, où les parcs nationaux sont bien gérés et le nombre d'éléphants est en augmentation. Mais même ici, il y a des signes inquiétants que le changement climatique a un impact sur le bassin du Congo. Il y a moins d'arbres fruitiers dans la forêt, ce qui pousse les éléphants affamés à entrer en conflit avec les agriculteurs. Malgré de nombreux défis, je crois qu'il y a de l'espoir pour le bassin du Congo. Dans mon pays et ses voisins, je rencontre beaucoup de personnes qui travaillent pour la protection de la forêt et je vois des gouvernements
qui adoptent de nouvelles lois pour sauver la faune sauvage. Et je rencontre une jeune génération qui valorise l'environnement. Avec votre aide, nous pourrons sauver la forêt du Congo et ses éléphants, ce qui profitera à nous tous.